Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nos souffles d'espoir. Je suis Coralie, je suis la fondatrice du podcast et aujourd'hui j'ai le bonheur d'accueillir Priscille. Bonjour à tous, bonjour Coralie, merci. Bienvenue. Voilà, dans ce nouveau témoignage que j'ai la joie de vous partager aujourd'hui. Le podcast Nos souffles d'espoir, c'est un podcast qui rassemble justement des témoignages d'hommes et de femmes qui ont traversé une expérience difficile et qui acceptent de venir témoigner de ce qu'ils ont vécu et surtout de ce qui les a aidés à la traverser pour pouvoir inspirer, relier et apporter du soutien à d'autres personnes qui pourraient vivre quelque chose de similaire. Est-ce que Priscille, tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles fassent connaissance avec toi ? Oui, alors moi je m'appelle Priscille, j'ai 48 ans, je suis gestalt praticienne. Je viens de commencer à faire ça à temps plein et avant ça, pendant un peu plus de 20 ans, j'ai été professeure de littérature et je suis aussi la maman de 3 enfants. Sur quelle expérience est-ce que tu acceptes de venir témoigner aujourd'hui ? Alors justement aujourd'hui, je voudrais parler d'une expérience un peu taboue, en tout cas qui pourrait sembler taboue, qui est celle du deuil périnatal. J'avais envie de mettre la lumière sur ça. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est le deuil périnatal juste ? Oui. Donc moi je suis la maman de 3 enfants. Ça veut dire que j'ai une de mes filles qui est en fait décédée à la naissance. Et qui en fait est décédée suite à une interruption médicale de grossesse. Donc en gros, c'est donner la vie et donner la mort en même temps. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à décider de témoigner aujourd'hui sur le podcast, justement ? Ben justement, cette expérience du deuil périnatal, elle a été très forte pour moi dans la construction de mon identité de maman. Moi, c'est mon deuxième enfant qui était concerné. Et en fin de compte, j'ai trouvé, dans le moment où ça m'est arrivé, moi j'ai trouvé beaucoup d'aide dans la lecture de forums, le partage de témoignages, etc. Parce qu'il y a toute une traversée à faire, une traversée émotionnelle, une traversée du corps aussi. Finalement, j'ai pensé que c'était un moment juste, puisque je peux le relier aussi à une expérience plus récente avec mon corps de femme. Donc, je crois que c'était un peu aussi venir remettre de la lumière, quelque chose de lumineux sur toute cette traversée de mon corps de femme et de mon corps de maman. Voilà. Oui, merci d'accepter de témoigner sur voilà, ce que tu as vécu. Comme tu dis, je pourrais imaginer que c'est quelque chose peut-être qui est gardé plus à l'intérieur ou dans les familles. Et du coup, c'est beau pouvoir t'entendre à cet endroit-là. Merci. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui en fait est assez, je disais tout à l'heure, tabou, parce que les gens osent peu en parler. C'est pas forcément quelque chose avec quoi on est à l'aise, parce que ça peut renvoyer à des peurs très profondes qu'on peut porter. Et aussi parce que on pourrait peut-être craindre que ce soit comme contagieux en fait. Là où finalement partager la joie de l'arrivée d'un enfant, de l'attente d'un enfant, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de paroles dans la famille et dans l'environnement. Et moi je crois au contraire que c'est en mettant de la lumière et en voyant comment on peut être dans un processus de choix à l'intérieur de ces épreuves-là, qu'il y a quelque chose de très lumineux qu'on peut aussi élire. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur justement à quel moment dans ta vie tu as été confrontée à ce deuil ? Peut-être nous partager le prénom de ton enfant si tu es OK. Oui, bien sûr. En fait, donc, quand j'ai vécu cet événement, c'était il y a 15 ans. Donc, c'était ma deuxième grossesse. J'avais à ce moment-là déjà une fille âgée de 2 ans. Et donc, je vis une grossesse a priori classique, sans problématique particulière. Moi, je m'alarme beaucoup pendant cette grossesse. Je suis persuadée que quelque chose ne va pas, mais je suis pas du tout entendue par le corps médical, les sages-femmes, enfin, etc. Et donc, en fait, j'apprends au moment de la deuxième échographie, donc je suis déjà enceinte de presque 5 mois et demi à ce moment-là, que notre enfant en fait, souffre de malformations extrêmement sévères. La pathologie s'appelle le spina bifida. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Je sais juste que mon enfant n'est pas normal et que c'est très grave.
C'est un moment qui est censé être un moment de joie, l'échographie. Et en fait, c'est un vrai moment d'effondrement à ce moment-là. Pour moi et pour le papa aussi, qui est là. Et donc, moi, je comprends tout de suite que quelque chose ne va pas du tout. Là où le papa, lui, reste dans un sourire béat, comme si on était en train de lui annoncer qu'il allait avoir une deuxième fille, et pas une fille puis un garçon. Il prend pour une plaisanterie, en fait, la phrase du gynécologue. Donc, lui, il prend vraiment beaucoup plus de temps que moi à comprendre. Moi, je comprends tout de suite. Et tout de suite, je demande, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ce qui surprend le gynécologue qui me dira ensuite qu'en fait, j'avais senti dans mon corps depuis bien longtemps, en fait, que quelque chose n'allait pas. Et en fait, ça, c'est déjà la première étape. Je me dis, on va m'enlever cet enfant. Je ne sais pas qui, enlever je ne sais pas comment, c'est vraiment ce truc-là, de la baguette magique, en fait. Et en fait, le gynécologue nous explique que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc, pour le coup, il est vraiment très accompagnant et il nous explique qu'il va falloir accoucher. Et que en fait il y a tout un processus légal de présentation du dossier devant une commission de spécialistes, qu'on n'est pas du tout les seuls à décider de ça, qui va nous accompagner et que ça va prendre du temps. Donc ça, c'est le deuxième coup de massue, parce que en fait on comprend qu'il va falloir rentrer à la maison et qu'il va y avoir notre fille à qui il va falloir apprendre que oui, je suis toujours enceinte avec un gros ventre visible de tout le monde, mais qu'en fait il n'y aura pas d'enfant et qu'en fait c'est très grave et que en fait ça nous échappe. Donc c'est un moment qui est très difficile dans la famille. Et aussi c'est un moment dans lequel moi je comprends que j'ai une place à part parce que l'enfant c'est moi qui le porte. Et qu'il y a beaucoup d'effondrements autour de moi, mais moi en l'occurrence je peux pas trop faire ça parce que moi il va falloir que j'accouche et que c'est un processus actif. Ça va pas être une césarienne, c'est un vrai accouchement. Donc voilà. Et dans mon expérience personnelle, du coup, il y aura 10 jours entre l'annonce à l'échographie et la naissance de Charlotte, qui vont être des jours jalonnés par le rendez-vous qui a lieu le mardi au CHU de la ville où ça m'arrive. Donc la commission des généticiens devant laquelle mon dossier va être présenté. Ensuite, il y a une amniosynthèse, en fait, un certain nombre d'examens. Donc, il y a tout un processus comme ça. Et puis, donc, on apprend au cours du processus, en l'occurrence pendant l'amniosynthèse, qu'il y a une loi de bioéthique. Cette loi de bioéthique, elle demande que l'enfant porte un prénom. Donc, nous, à ce moment-là, on est très en résistance. On est encore dans quelque chose un peu comme du déni. On voudrait que ça n'ait pas existé, que ça soit complètement transparent, qu'on en sorte vite, et qu'il n'y ait pas de trace de ça. Donc on nous dit que de toute façon c'est comme ça et que avec beaucoup de douceur que c'est comme ça et que si c'est comme ça, c'est parce que c'est très aidant dans le deuil des parents. On nous explique que l'enfant va figurer sur notre livret de famille, que du coup cette grossesse-là va compter comme une grossesse pour moi, que j'aurai un congé maternité sans bébé. Etc. Donc je me souviens que je suis très en lutte à ce moment-là pour comprendre en fait ce qui va se passer parce que c'est tellement pas représentable que voilà je dois être là, je suis une participante active. Le papa s'effondre, ça c'est certain. Lui à côté vraiment, moi je reste vraiment solide, mais à l'intérieur c'est vraiment, je suis un peu dévastée. Je cherche une forme à donner à ce qui va m'arriver en fait, et j'en ai pas en fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je commence à me tourner vers justement la recherche sur Internet du deuil périnatal, de la malformation que ma fille a, etc., pour justement trouver des réponses et en fait sentir que je suis pas toute seule. Parce que finalement, ce que ça me fait vivre à ce moment-là, c'est vraiment cette espèce de sentiment qu'il y a qu'à moi que ça arrive. Et que du coup c'est épouvantable en fait ce qui m'arrive là et que comment on fait pour sortir de ça et comment ça se passe concrètement, etc. Donc pour moi c'est très aidant à ce moment-là justement de chercher des exemples de gens incarnés. J'en ai pas dans mon environnement proche. Donc les témoignages écrits en l'occurrence, parce que c'est ça que je vais trouver moi, c'est pas des podcasts mais c'est des témoignages écrits et aussi des temps d'échange. Pour parler avec d'autres mères qui parlent aussi de ce que ça fait dans le couple, de ce que ça peut faire dans la famille, de comment on choisit de garder trace ou pas de l'enfant, enfin, etc. Donc il y a tout ça qui se met en place et qui m'accompagne pendant les 10 jours. Pendant ces 10 jours, qui ont une durée à la fois, j'imagine, très longue et très courte en même temps, donc déjà tu as, avant cette annonce des malformations de Charlotte et du fait que la grossesse ne va pas pouvoir continuer.
Et en même temps, tu as le cadre qui est posé de comment ça doit se passer, comment ça va se passer, qui est très différent peut-être de ce que vous aviez imaginé au début. Oui. Comment tu t'es sentie déjà dans ces 10 jours-là? Je me suis sentie très seule, très très seule. En fait, vraiment, ce que je ressens à ce moment-là, c'est tout l'environnement qui s'effondre dans une émotion qui les submerge tous. Moi, je dois tenir tout mon petit monde dont je vois qui s'effondre. Ma fille qui ne comprend pas parce qu'elle a 2 ans, donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Et moi, en fait, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Enfin, je suis très en colère puisque finalement, j'ai senti tout de suite que cet enfant, il y avait un souci, que cette grossesse, il y avait un problème. Je m'en alarme depuis les tout premiers temps de la grossesse, puisque je sollicite un rendez-vous avec une sage-femme à 4 mois pour parler de ça aussi. Et ce qui se passe dans mon histoire personnelle, c'est que l'année d'avant, j'ai perdu ma mère. Et en fait, ce que l'institution médicale me renvoie, c'est en fait, c'est comme ça dans votre tête, c'est-à-dire vous pensez que c'est pas normal parce que psychologiquement, vous avez vécu ce drame avant, et donc oui, vous avez déjà vécu une grossesse, et oui, celle-ci, vous la vivez différemment et vous avez des sensations différentes, mais c'est parce que psychologiquement, vous avez été affecté par cette disparition. Ce qui fait que je vis quelque chose de j'ai pas du tout été entendue pendant plusieurs mois. Finalement, j'avais raison. Et donc dans ces 10 jours, il y a ça aussi, c'est finalement j'avais raison. Donc à la fois, j'étais pas folle, mais en tout cas, ce que je ressentais, c'était juste. Mais sauf que c'est trop tard maintenant, et maintenant, il faut juste sortir de cette situation. Donc il y a une sorte de pulsion de vie qui me tient, qui fait moteur vraiment. Sur il faut sortir de là pour moi, il faut sortir de là pour ma fille aînée qui elle ne mérite pas d'avoir une mère qui s'effondre ou de vivre une tragédie familiale. Donc il faut sortir de là, ça me tient vraiment dans un processus actif. Et en même temps, moi je me ferme et je m'isole, j'ai du mal à sortir de chez moi. Donc je suis très visiblement enceinte, donc ça veut dire que dans la rue, quand on me croise, on me dit « Ah alors, c'est un garçon, c'est une fille, alors c'est pour quand ?» Et on me le dit encore, même à la boulangerie. Donc c'est, en fait, le monde me renvoie toute la normalité de ma situation. Et du coup, moi, je me ferme, vraiment, je me replie sur moi. Voilà, je vais chercher des témoignages pour me dire que je suis pas toute seule, mais d'une certaine manière, je me coupe quand même beaucoup de la souffrance et de l'effondrement pour pouvoir tenir jusqu'aux 10 jours. Ça devient une sorte de course en fait à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est ça qui me reste aujourd'hui, ce truc-là de je sens qu'il y a l'isolement, il y a comme une fermeture avec le monde. Rester droite pour tenir les autres autour, et puis moi pas m'effondrer à l'intérieur, donc mobiliser de l'énergie pour tenir la course en fait. Oui, comme si le fait justement de continuer à faire, de continuer à être dans l'action, peut-être ça t'a aidé à tenir. Oui, absolument, absolument. Et finalement, les différentes échéances médicales qu'on a eues pendant les 10 jours nous ont tenus aussi. C'est-à-dire que finalement, ça nous a obligés à être dans le mouvement de ces rendez-vous, et ça nous a déjà finalement incité à être dans un processus aussi. Un processus actif en fait de ce qui nous arrivait et qu'on subissait complètement en fait. Donc ça changeait les choses. Donc c'était à la fois très coûteux de devoir agir et en même temps on était dans l'action quand même. Donc ça nous a permis de nous approprier cette partie-là de notre histoire de parents et de faire exister cette histoire en tant que parents aussi dans notre famille. Ça a commencé avant la naissance en fait. Ça commence à l'échographie en fin de compte. Ça on le comprend aussi au fur et à mesure. En fin de compte, et que quand on nous a dit au début, c'est très important que l'accouchement se passe par voie basse, et oui, il va falloir accoucher, ce qui est irreprésentable dans un premier temps. En fait, on comprend ensuite que, en effet, ça participe vraiment aussi de l'acceptation, puisque en fait, c'est vraiment une traversée. Tu parlais de ce mot tout à l'heure, mais là, c'est vraiment ça qui se passe, et c'est aussi une traversée dans le corps. Et si on n'a pas la traversée dans le corps, j'imagine que la loi est faite comme ça, parce que si on n'a pas la traversée dans le corps, on n'accompagne pas l'enfant jusqu'au bout. Donc il y a quelque chose du deuil qui peut pas se faire non plus. Donc c'est très important, on nous l'explique, que l'enfant va avoir une place à part entière dans la fratrie, dans la famille. C'est aussi pour ça l'inscription au livret de famille, etc. Et on comprend que c'est hyper important pour qu'il existe en fait. Après, chaque famille en fait ce qu'il en veut, mais en tout cas il existe, c'est marqué quelque part. Il n'y a pas d'enfant de remplacement après lui. Enfin, voilà, il y a un processus qui peut s'achever. Et donc, pendant ces 10 jours-là, il y a vraiment ça aussi, de la traversée, pour que ça puisse se faire. Donc, moi, j'écoute le gynécologue
voilà, qui m'éclaire en fait sur ce chemin-là et qui me dit avec beaucoup de douceur, Manon, il y a une loi. Non, c'est pas vous qui décidez toute seule. Non, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Donc je me sens accompagnée et puis j'ai un accompagnement psychologique à la maternité qui va se mettre en place aussi. Enfin, j'ai moi et puis finalement assez vite le papa aussi et puis notre fille. Parce que je vais le demander du coup à pas être seule accompagnée dans cette histoire-là. Donc je me souviens plus exactement si ça commence avant la naissance ou juste après. En tout cas, c'est vraiment concomitant et ça va durer un certain temps. Est-ce que déjà justement dans ces 10 premiers jours là, dans voilà la confrontation avec la réalité de ce que vous êtes en train de vivre, toi, ton conjoint, ta fille, est-ce que tu as senti que des choses pouvaient être soutenantes? Oui, alors justement, pour moi, ce qui est très soutenant d'emblée, c'est la relation avec le gynécologue, qui reste vraiment une figure voilà, très forte pour moi dans cette histoire-là, aussi parce qu'il va reconnaître son erreur, aussi parce qu'il va me dire tout de suite qu'il est vraiment désolé. C'est quelqu'un de très chevronné, de très expérimenté, avec quelqu'un qui pourrait être un technicien, en quelque sorte. Et en fait, très vite, il va me dire « mais vous aviez tout compris et moi, je vous ai pas entendu ». Donc ça va me faire beaucoup de bien. Même si j'aurais préféré que ça m'arrive pas, mais voilà, dans cette histoire-là, ça va me faire beaucoup de bien. Et puis, il y a la mise en place de plusieurs interlocuteurs. Donc, il y a lui qui va rester comme une espèce de figure en fil continu. Je me souviens aussi d'un dialogue avec... à la maternité, puisque du coup, donc ça se passe à la maternité. Ça veut dire que l'endroit où j'ai donné naissance à ma fille aînée, c'est aussi l'endroit où ça va se passer. Et elle m'explique dans un dialogue qu'en fait, leur métier, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on voit, la joie, la vie, mais il y a aussi beaucoup le reste. Et que finalement, voilà, c'est pas que c'est pas si rare, mais que je suis pas toute seule, encore une fois. C'est juste le revers ou la chose qu'on voit moins. Et donc ça va m'aider beaucoup, ça va m'accompagner aussi. Et puis il y a toute l'équipe médicale qui va beaucoup m'aider, la psychologue qui va beaucoup m'aider. Donc vraiment la question de la relation et de pas me sentir seule. Alors ça c'est des gens que je rencontre et que je vois et avec lesquels je parle. Et puis il y a aussi sur ces forums de ces histoires de mères et ou de parents où là il y a des échanges. Alors c'est à l'écrit et ça oui ça va beaucoup me soutenir. Oui, donc la relation là avec tout le corps médical autour de toi, la relation, même si elle est numérique, mais avec ces témoignages de ces femmes-là que tu trouves. Ce qui est fort, j'entends, c'est que tu as été beaucoup aussi les chercher. Est-ce que tu sens ça? Ça fait partie de tes forces aussi, d'être capable d'aller chercher du soutien, d'aller chercher de l'appui dans la relation. Oui, je crois que c'est quelque chose qui me caractérisait déjà avant. Mais je crois que c'est un événement dans lequel je me sens en fait à la fois tellement seule à ma place de mère. Et comme je le disais, ce qui se passe aussi pour moi qui est très fort dans ce moment de ma vie, c'est que ma maman à moi, dont j'étais extrêmement proche, est décédée. 1 an avant quasiment, donc il y a vraiment quelque chose d'hyper fort pour moi à cet endroit, que la seule personne dont je voudrais la présence et le soutien est absente. Et donc finalement ça me pousse à aller chercher des ressources en dehors. Et ce qui causait pour moi un chagrin énorme en fait, évidemment. Et en même temps, je le disais aussi au début de mon témoignage, c'est que la naissance de Charlotte, c'est vraiment le moment où moi je m'accomplis en tant que mère, je pense. C'est-à-dire que je prends vraiment ma responsabilité. Parce que quand on me dit votre enfant a X malformation, en gros, amener la grossesse à terme, ça sera lui infliger beaucoup de souffrance pour une durée de vie extrêmement courte. J'ai envie de dire que la question se pose pas en fait, de savoir si nous, ce qu'on va avoir à faire, c'est une traversée dans l'inconnu et dans quelque chose que les autres ne vivent pas. Puisqu'on comprend que l'interruption médicale de grossesse, c'est que concrètement l'accouchement par voie basse, l'enfant à cet âge-là n'a pas la capacité physique d'y survivre. Donc on comprend que donner la vie, c'est donner la mort aussi. Et ça peut paraître terrible. Et en même temps, à ce moment-là, moi je me dis, mais en fin de compte, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix en fait, parce que je veux pas la souffrance de cet enfant. En fait. Donc là, oui, je dois trouver des ressources à mobiliser pour donner un sens à tout ça.
Et donc ça m'aide de voir que je suis pas la seule à me poser ce genre de questions. Ça m'aide de voir que ça arrive à d'autres que moi, que j'ai pas une espèce de malédiction ou quelque chose qui me singulariserait comme ça et qui me condamnerait aussi d'une certaine façon. Parce qu'être maman, c'est aussi être responsable de son enfant, quelles qu'en soient les circonstances, quoi. Donc moi, ça m'a beaucoup porté. L'idée d'être responsable à ce moment-là. Et de plus être la fille de ma mère, entre guillemets, et de devenir vraiment pleinement une adulte dans des décisions qui sont de l'extérieur apparemment totalement imprenables. Tu sens que ça t'a porté dans une expérience vraiment complètement subie, là, voilà, d'être confrontée à cette épreuve, de trouver quand même un endroit où tu as pris une décision. Oui, absolument. Ouais. Et où j'ai accouché de manière active. Donc j'ai décidé, et en effet, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, j'ai mieux compris, du coup, quand ça m'est arrivé d'accoucher, que j'ai vécu la naissance de Charlotte et mon accouchement avec beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Voilà, c'est de pouvoir faire quelque chose, en effet, agir et ne pas subir. Vraiment, ça a été très très fort pour moi. Ça venait réparer quelque chose de j'ai pas été entendue. Et à un moment donné, je peux reprendre une place dans mon histoire, en fait. Et dans mon identité de maman à cet endroit-là. Oui, c'est comme si en t'écoutant, il y avait eu un point de bascule à un moment où peut-être tu as pu te sentir en lutte pendant un temps, en résistance, comme tu disais, avec le fait d'être confrontée là, à cette situation. Qu'est-ce qui t'a aidé à basculer justement de cette lutte à plus cette reprise de pouvoir? Ce moment où on passe la myosynthèse, ça dure un moment, et là, il y a le gynécologue qui nous parle longuement, qui nous dit que c'est une petite fille. Donc déjà, il y a quelque chose de l'identification, de la représentation. Parce que moi, à ce moment-là, je ne me représente pas du tout mon enfant. J'ai juste compris qu'elle avait des malformations très sévères, et donc c'est presque monstrueux, en fait, pour moi. Donc là, il y a quelque chose qui se réhumanise, en fait, qui se réinscrit dans quelque chose de juste naturel. Hein. Ça, c'est ma fille, et moi, je suis sa maman. Donc il y a ça. Il y a aussi tout ce qui nous explique là sur la loi et le cadre légal, le prénom, le congé, etc. Là aussi, à ma vie, je la revois prendre une forme. Alors, je peux lutter contre la forme que ça va prendre, parce que l'idée d'un congé maternité sans enfant, etc., ça paraît un peu fou sur le moment, mais finalement, il remet des mots, en fait, et il me permet d'être dans la représentation de ce qui va m'arriver. Donc ça c'est vraiment, je m'en souviens très très clairement. Donc ça m'aide à me dire ok, en même temps c'est comme ça. Et donc dans ce cadre-là contre lequel je peux pas lutter, qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi quelque chose de l'ordre du fait qu'à un moment donné je quitte la stupéfaction, la sidération et le fait que ce soit pas représentable, que ce soit juste une expérience monstrueuse pour moi au sens étymologique, quoi. C'est vraiment extraordinaire pour moi ce qui m'arrive. Je quitte ça au profit de ok, c'est quoi que je peux faire pour ma fille, en fait, là. Et là, du coup, c'est comme si je pouvais re-rentrer en connexion finalement avec elle. Peut-être que je deviens déjà sa maman à ce moment-là. Tu vois, il y a quelque chose de ma réappropriation qui commence à ce moment-là. Quelque chose autour aussi de la place qu'elle a dans la fratrie avec mon aîné à côté. Qui existe aussi dans toute cette histoire et qui disparaît pas. Voilà. Donc qui me relie à la vie, qui fait que je peux pas non plus m'abandonner, laisser tomber, enfin je sais pas, craquer ou quelque chose comme ça. C'est pas possible en fait, quoi, parce que il y a voilà, elles attendent de moi que je sois leur maman toutes les deux, différemment. Je crois que c'est vraiment, il y a quelque chose à cet endroit-là. Puis je pense à ma mère très fort aussi. Je me dis qu'elle voudrait pas que je m'effondre. J'imagine ce qu'elle ferait à ma place. Et puis assez vite, j'en viens à me dire qu'en fait, elle y est pas à ma place et que c'est à moi de savoir ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je dis souvent que c'est un moment où je me suis accomplie, parce que je pense que j'ai quitté quelque chose de mon identité, vraiment. Ou quelque chose de mon identité s'est transformé. Il y a ça, et puis il y a la place aussi du papa, à mes côtés pendant tout ce chemin. Et en même temps, lui, il est dans un effondrement émotionnel très grand. Il a énormément de colère contre la terre entière, que ça nous arrive à nous, pourquoi ça nous arrive à nous. Et moi, en fait, je suis pas du tout dans sa colère, je le suis pas là-dedans, et en même temps, j'accepte que c'est son expérience. Et donc, on vit tous les deux un drame épouvantable, côte à côte, mais on n'a pas le même, parce que, encore une fois, moi, c'est mon corps. Et lui, ça lui fait vivre beaucoup d'impuissance de pas pouvoir m'aider à cet endroit.
Et c'est quelqu'un avec lequel j'ai une relation très forte, très soutenante depuis toujours. Et de pas pouvoir, en effet, là, lui donner une partie de ce que je porte, voilà, ça me renvoie aussi, encore une fois, dans une responsabilité de femme, quoi. C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, mon expérience à moi, elle est singulière. Et j'ai à l'investir pleinement, en fait, en tant que femme. Donc, du coup, tu accouches. Ouais. Hein, tu donnes naissance à Charlotte. Ouais. Comment tu as vécu la suite? Peut-être le retour aussi après à la maison. Ouais. Comment ça s'est passé l'après? En fait, du coup, quand Charlotte naît, on nous avait dit que c'était bien de prendre notre enfant dans les bras, que voilà, on a le choix. En fait, on nous a expliqué aussi l'après. Oui. On nous a dit ça, on nous a parlé des obsèques de notre enfant aussi, ce qui, pour moi, à ce moment-là, au moment où on m'en parle, me semble complètement surréaliste et en même temps une redite de ce que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps avec les obsèques de ma mère. Donc moi, ça me paraît pas possible de prendre ça en charge. Donc là, pour le coup, je vais me reposer complètement sur l'hôpital. Et pour le fait de voir mon enfant, sur le moment, j'ai du mal à l'accepter. Et puis, il y a en fait une personne qui était là pendant l'accouchement, qui est une puéricultrice, qui m'aura déjà dit pendant l'accouchement que les enfants comme elle n'arrivent pas par hasard dans les familles. Et en fait, elle me dit, vous allez voir dans votre vie ensuite, plus rien sera comme avant, on vous parlera autrement. Et souvent, ces enfants-là viennent révéler des choses dans les familles. Cette parole-là me paraît un peu ésotérique sur le moment, puis finalement, je comprends a posteriori ce qu'elle a voulu me dire, sur l'écoute et la compréhension, notamment, parce que j'en ai un peu fait mon métier, quand même. Et puis, elle me dit, voilà, à ce moment-là, que si je veux voir mon enfant, c'est maintenant. Du coup, j'accepte, on accepte, et donc on la porte un temps. Et je me souviens qu'elle est très belle, et qu'en effet, c'était très juste de la voir, de la porter contre soi, de la regarder comme un enfant qui est alors comme un tout petit enfant, mais dont on ne voit aucune des malformations. Et donc ça aussi, ça me réconcilie avec quelque chose de, entre guillemets, la normalité. Elle est vraiment très très belle. Et ça m'apaise beaucoup, en fait. Voilà, ça m'apaise beaucoup. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort dont je me souviens. Je me souviens qu'on nous dit aussi que là, il va falloir la rendre parce que là, c'est le moment. Et que là, il y a quelque chose, en effet, de très fort à pouvoir juste écouter qu'on nous dit ça parce que ça n'a tellement pas de sens. Donc l'après, il commence comme ça, dans beaucoup de douceur et d'apaisement et en même temps une séparation définitive. On se pose des questions sur est-ce qu'on va faire des photographies, est-ce qu'on va figer son image, etc. Ce qu'on ne fait pas. Puis donc ensuite, Charlotte, donc, elle va être dans les mains de l'institution médicale et on sait qu'elle va être incinérée et qu'elle sera dans un endroit qui s'appelle le Jardin du Souvenir, au Carré des Anges, voilà, dans un cimetière. Et nous, du coup, on va rester à la maternité dans une chambre au milieu des autres parents qui ont des chambres avec des enfants qui pleurent. Voilà, donc ça c'est aussi une drôle d'expérience d'entendre la vie autour de nous et nous on est dans une chambre sans enfants et en même temps on sait qu'on va rentrer chez nous et que nous dans notre histoire de parents on a déjà une fille. Je dis ça parce que c'est important, non pas parce qu'elle nous aurait consolés et que ça aurait été sa fonction, mais on a cette chance là que cette histoire nous arrive alors qu'on est déjà des parents. À ce moment-là, pour moi, avoir un autre enfant, c'est irreprésentable. Pour le coup, je vois même pas comment c'est possible. J'entends que je vais avoir des suites de couches, qu'il faut que je rentre chez moi, que je vais avoir un congé, etc. Voilà. Donc, il se passe ça. On rentre. Je me repose. Je me souviens pas très bien de ce moment-là. Je me souviens d'un rendez-vous avec le gynécologue pour les suites de couches. Je me souviens d'une rentrée scolaire qui du coup se fait pas comme prévu puisqu'il y a ce congé maternité pas au moment où il aurait dû avoir lieu puisque du coup je l'ai plus tôt. Que ça vient perturber des projets que j'avais mis en place avec des collègues. Donc il y a comme quelque chose qui est complètement arrêté dans ma vie à ce moment-là. Je me souviens que j'ai beaucoup de frustration et que justement dans ce moment-là, il y a le suivi avec la psychologue à la maternité. Moi, on peut venir tous les deux aussi avec mon conjoint, notre fille peut venir. Je me souviens qu'il y a la mise en place de tout un tas de suivis psy, parce que je m'inquiète beaucoup des conséquences pour ma fille. Comme un retour à la vie, mais sur un chemin qui est plus tout à fait le même, qui est plus droit en fait. Je me souviens d'être allée au cimetière aussi, pas très longtemps après être sortie, et d'avoir découvert cet endroit, le Carré des Anges,
de voir que c'est un endroit complètement anonyme et qu'en fait, du coup, nous, on ne sait pas où, quand, comment. Charlotte a été là et que donc elle est là. Mais du coup, elle est là d'une autre manière. Le cimetière, c'est un endroit où je vais pas retourner du tout pendant 15 ans et je vais y retourner pour la première fois cet été. À un moment donné où j'ai besoin de la réinscrire peut-être dans mon histoire de vie aussi à un autre endroit. Voilà, donc il y a quelque chose aussi sûrement de mon témoignage aujourd'hui qui vient de ça, c'est que je pense que je suis à un autre endroit aussi dans cette histoire. J'ai pas vraiment vu arriver, mais quelque chose en tout cas a changé pour moi. Et puis ensuite, du coup, il y a cette demande que fait le père de mes enfants de est-ce que tu es d'accord qu'on essaye de faire un autre enfant. Et donc moi qui suis dans des peurs et dans une anxiété totale que quelque chose comme ça se reproduise. Donc je suis prise dans cette dialectique-là de j'aimerais continuer à être dans la vie, dans la construction de ma famille, et en même temps j'ai extrêmement peur que ça se reproduise, que quelque chose comme ça se reproduise. Et je me dis, si ça se reproduit, je pourrais pas faire ça 2 fois en fait. Voilà, je me souviens aussi d'avoir parlé avec le gynécologue à ce moment-là d'un autre enfant et de lui dire mais est-ce que c'est possible d'avoir un autre enfant après ça et qui me répond qu'en fait ça dépend vraiment des couples, de comment on traverse ça en fait, qu'il n'y a pas de raison physiologique à pas en avoir d'autres. Il me réaffirme ça, qu'il n'y a pas de risque d'avoir la même chose. Voilà, j'entends le papa de mes filles qui me dit que c'est vraiment très important pour lui qu'on reste pas bloqué dans cette histoire mortifère. Et finalement, je lâche les résistances. Disons, je me laisse porter. Et on a la chance que notre 3e fille, finalement, arrive très vite. Puisque je suis enceinte assez rapidement. Et là, le gynécologue nous dit que c'est grâce à nous, vraiment, qu'on est tourné vers la vie. On nous dit aussi beaucoup que ce qui fait la force notre force dans cette traversée, c'est la force de notre couple qui respecte ce que chacun vit, parce qu'on vit pas la même chose. Et finalement, aujourd'hui, je suis séparée du père de mes enfants et j'ai compris bien plus tard que quelque chose avait quand même commencé à se défaire à cet endroit-là. Parce que nos expériences sont très singulières, parce que nos douleurs sont pas les mêmes, parce que... Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive bien après, mais c'est vrai en fait. C'est aussi une crise pour le couple, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui a été soutenant pour toi justement dans toute cette 2e étape, tu vois, de retour à la maison, de congé maternité mais sans bébé, tu vois, d'un chemin qui reprend, mais comme tu dis, qui a plus la même forme que celui que tu avais imaginé là, puisqu'il n'y a pas Charlotte. En fait, à ce moment-là, je me souviens que la relation avec la psychologue et la parole mise sur ce qui se passe, la mise en mots sur mon expérience de cette 3e grossesse, alors que je vis un deuil en même temps. Sur ce corps le mien du coup, qui redevient finalement sujet de sa propre histoire, alors que il est rentré dans un processus où il a pu aussi, à un moment donné, sentir qu'il y avait des choses qui lui échappaient, dans devoir accoucher, que les choses doivent se passer comme ça, etc., etc. Donc j'avais déjà repris une place active, mais là il y a une nouvelle place active et dans le mouvement de donner la vie. Je me souviens qu'il y a quelque chose vraiment très fort autour de la pulsion de vie. Et en même temps, il y a beaucoup de peur. Donc pour moi, c'est très important de ne pas rester seule, d'être vraiment accompagnée par la professionnelle à ce moment-là. Ça, c'est vraiment très fort. Et puis moi, j'ai aussi un espace thérapeutique. Donc ça m'aide énormément. Et comme je l'avais dit, je me sentais très seule aussi à vivre ça. Et en fait, pendant très longtemps, je vais continuer à échanger beaucoup sur ce forum qui s'appelle Petite Émilie, avec d'autres parents. Et à mon tour, je vais pouvoir aussi transmettre mon expérience. Ça, c'est aussi prendre une place active dans mon histoire à un autre endroit. Je me souviens que je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, même avant d'être enceinte de Rosalie, et pendant que je suis enceinte de Rosalie, je me dis aussi que si la grossesse ne tient pas, parce que je suis dans des tas de peurs, que peut-être je pourrais adopter un enfant, que peut-être je pourrais devenir un autre genre de mère pour un enfant qu'aurait... Voilà, moi j'ai vécu un deuil de l'enfant, mais je me dis qu'il y a des enfants qui sont en deuil, quel que soit
quelle que soit la forme de leurs parents, de leur mère aussi. Donc voilà, j'ai l'impression que en moi se tissent des tas de possibles jamais envisagés. Je pense aussi à comment j'aimerais un jour participer activement dans ces associations, telles que Petite Émilie, c'est-à-dire pourquoi pas prendre une place dans l'association, pourquoi pas justement m'incarner, devenir une voix. Je pense très fort aussi à ces interlocuteurs que j'ai eus à la maternité, dont j'admire vraiment profondément le travail, et avec lesquels je me dis que j'aimerais travailler un jour. Alors de manière associative ou pas, à ce moment-là, j'imagine pas le métier que je fais aujourd'hui, mais voilà, il y a quelque chose pour moi autour de comment je pourrais faire de mon expérience le terreau, en fait, fertile de l'aide, de l'accompagnement, en fait. Donc je m'accompagne moi en imaginant que je vais pouvoir accompagner d'autres, parce qu'en fait mon expérience, elle a du sens pas seulement au singulier. Voilà, ça m'aide beaucoup. Et puis, ce qui m'aide moi beaucoup, alors dans cette expérience, comme dans les autres choses, parce que ça me caractérise vraiment dans ma vie, c'est la place de l'art. Moi, j'adore la littérature, donc c'est un endroit pour moi qui est vraiment un endroit de projection depuis toujours. Et donc là, je vais trouver énormément de ressources dans les livres. Je vais trouver énormément de ressources au théâtre aussi. Je vais faire la rencontre. Ça se passe un peu avant Charlotte, mais je vais faire la rencontre d'une œuvre d'un écrivain vivant au théâtre et qui parle beaucoup de la mort en fait. Et ça va être une vraie révélation pour moi et ça va vraiment me porter aussi pendant de très nombreuses années. Et comme si là, il y avait quelque chose à comprendre dans le fait qu'on peut aussi résister à cette fatalité, qu'en tout cas on peut lui donner un sens, on peut en faire autre chose. Oui, c'est fort tout ce que tu dis. Tu vois, la première chose que tu as nommée en ressources, c'est vraiment le fait de mettre des mots sur à la fois ce que tu vis dans ton deuil de Charlotte et à la fois dans cette troisième grossesse là, avec cette nouvelle maternité, avec cette psychologue qui a vraiment été un appui dans ce que tu as nommé. Et puis vraiment, moi j'ai beaucoup entendu à plein d'endroits, de plein de manières différentes, avec l'art, avec tes réflexions, avec voilà, tes projets aussi par rapport à l'avenir et notamment avec une forme de transmission qui se réfléchit là dans comment est-ce que toi tu peux transmettre aussi ce que tu as compris, ce que tu as vécu. L'idée vraiment de trouver une place dans ce deuil, dans ce drame que tu vis. Et tu l'as beaucoup dit, de te réapproprier une place. Est-ce que tu sens que ça a été soutenant ? Oui, ça a été très soutenant et ça me touche beaucoup quand je t'entends le dire parce que je crois que, en fait, sur le moment, je crois que je cherche la forme de ça. Et qu'en fait, avec les années, je peux maintenant me dire « Ah voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai cherché une place. Et une place plus apaisée. Une place que moi j'ai choisi d'habiter en fait. Donc comme tu disais, oui, la mise en mots et le fait de mettre du sens, ça a été vraiment la clé pour moi. Et c'est un long chemin en fait. Et justement, ça fait 15 ans, tu l'as dit au début. Comment est-ce que tu sens que le fait d'avoir traversé le deuil de Charlotte et puis du coup d'être là aujourd'hui, toi, comment tu sens que ça peut avoir transformé des choses, modifié des choses dans ta perception, ta manière d'être en lien avec la vie, avec les autres ? Je crois que j'ai toujours eu très peur de la mort. Toujours. Et dans mon histoire personnelle, elle s'est beaucoup manifestée. Toute ma vie, j'ai eu très peur de la mort, mais très peur tout court. Et c'est un peu comme si, jusqu'à ma fille, j'avais réussi à fabriquer un système mental un peu de mise à distance de ça, pour pas que ça me touche, pour pas que ça m'atteigne, pour pas que ça m'emporte en fait. En fin de compte, comme Charlotte, c'était dans mon corps. Et c'était lié à la maternité. Il y a comme incarné en elle et dans cette expérience que j'ai vécue, comme les doubles faces d'une médaille de la vie et de la mort en fait. Et c'est comme si, avec elle, j'avais pu comprendre que la mort faisait partie de ma vie. Qu'elle n'était pas à éviter, en fait, ou qu'elle n'était pas à redouter ou à craindre. Parce que finalement, moi, j'ai eu parfois tellement peur que souvent, j'ai été dans la survie et pas vraiment dans la vie. Alors, je l'ai compris après.
Avant, je pouvais me dire il faut vivre pleinement sa vie, parce qu'il faut être épicurien, parce que la vie ça passe, parce que carpe diem. Mais je me disais ça d'un endroit de moi qui parlait beaucoup de la peur, que tout s'arrête. Et du coup, je me mettais dans une espèce de frénésie de mouvement de vie qui était certainement pas vraiment la vie. Et en même temps, j'avais peur de faire les mauvais choix, parce que si la vie ça dure pas, alors du coup, est-ce que voilà. J'étais prise dans quelque chose d'un peu comme ça, de l'urgence. Et je crois qu'avec elle a commencé une autre temporalité. Ne serait-ce que quand on m'a dit il va y avoir un congé maternité sans bébé, où j'étais en lutte en disant mais c'est pas possible, moi je veux retourner dans ma vie, je veux pas. Et puis en fait, c'est que je veuille ou pas, c'est comme ça. Et je me souviens de ces moments de vide, ces premiers moments de vide, chez moi, seule, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, au bout de quelques jours, il y avait rien à faire, il y avait juste à être. Et être au contact de ce qui pouvait se passer là pour moi, dans mon corps, dans ma psyché, etc. Et voilà, je crois que c'est initié à ce moment-là quelque chose de la relation à la vie qui a été très différent. Je crois aussi que ça m'a rendue encore plus... Alors j'étais déjà sensible aux autres, à ce qui pouvait leur arriver, mais je crois que ça m'a rendue encore plus sensible, ce qui ne se dit pas, qui est parfois pour certains impossible à dire ou impossible à entendre. C'est comme si moi, je pouvais sentir que ma place était justement à cet endroit-là, de pouvoir entendre et de pouvoir recevoir ça. Je me dis ça, et je me dis aussi que peut-être qu'elle m'a appris à avoir moins peur. Voilà. C'est qui, elle? Charlotte. Merci de mettre ces mots-là pour Cécile. Merci. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent, quand on demande mais t'as combien d'enfants, etc. Moi, je réponds j'ai 3 enfants. J'en élève 2, mais j'en ai 3. Et parfois, j'ai eu peur de dire j'ai 3 enfants. Parce que on ne sait pas très bien ce que ça va faire à l'autre. Mais moi, j'ai 3 enfants. Voilà. Elle a une autre place. Mais son existence n'est pas secrète, elle n'est pas taboue. Et je comprends mieux, avec les années, l'importance de la loi qui consiste à lui donner un prénom et une place. Tout à l'heure, tu as dit que voilà, pendant 15 ans, tu n'as pas senti le besoin d'aller au cimetière. Et que là, pour la première fois depuis longtemps, tu y retournes cet été, que sans doute ça parle de quelque chose qui a bougé à l'intérieur de toi, qui n'est plus au même endroit. Est-ce que tu sens ce qui peut être différent aujourd'hui? Oui, je crois que c'est vraiment l'apaisement autour de... autour de cette expérience que, en fait, elle fait partie de ma vie. Cette expérience de mort, c'est la réalité, en fait. C'est comme si je pouvais embrasser cette réalité-là sans filtre. Et j'ai été très apaisée quand j'y suis allée. C'était très doux pour moi. Et oui, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de... Avant, entre guillemets, loin de moi les tombes, loin de moi le cimetière. J'ai pas besoin de ça. Et je le crois très fort, j'ai pas besoin de ça. Mais je pense qu'avant, je me disais ça aussi avec encore une fois, quelque chose de l'ordre de la peur ou d'une mise à distance de la réalité. Je crois que là, je suis arrivée à un moment de ma vie et de mon développement certainement personnel aussi, dans le sens que je peux mettre aux événements de vie que j'ai traversés, où je peux accepter davantage que la mort fait partie de ma vie et que c'est ok d'être en paix avec ça, en fait. Je suis tout à fait raccord, entre guillemets, avec les choix que j'ai faits à cette époque-là, c'est-à-dire de ne pas avoir la capacité de lui donner une tombe, de ne pas avoir la capacité de m'en occuper, etc. Et que ça a été juste pour moi. Et qu'en même temps, aujourd'hui, je peux vivre ce choix comme ayant été juste et aussi, moi, être dans le mouvement par rapport à ça. C'est pas d'avoir un regret, pas du tout, mais c'est plutôt de se dire, bah voilà, là... j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai senti que ça m'appelait vraiment fort. J'avais besoin de le faire. Et ça m'a mise en joie, en fait. Voilà, ça m'a mise en joie de me dire
que elle était là-bas aussi, en fait. Je peux aller la voir si j'ai envie, là-bas, ou pas. Voilà. Que je peux là encore être dans une forme de créativité, en tout cas d'action, par rapport à mes émotions, mais en tout cas que j'ai plus besoin de me couper d'une certaine réalité et de la mettre à distance, et que finalement je peux me la réapproprier autrement. Ce que je pourrais dire, oui, peut-être pour finir, c'est que parfois dans la vie, les événements tragiques comme cela, peut-être ils semblent n'avoir aucun sens. Je crois que le point commun entre les différentes morts que j'ai vécues dans ma vie, c'est ça, c'est ce choc de ça n'a pas de sens, et c'est une force de destruction radicale, un peu comme un incendie. Et que quand on est dedans, évidemment, on ne peut pas se dire demain, il va y avoir autre chose. Que ça peut être des moments qui figent, en fait. Des moments qui sidèrent et qui seraient comme des fins. Et qu'avec elle, j'ai appris que finalement, non, il y a un processus de transformation. Et que... Voilà, il y a du sens à trouver aussi à ces événements-là. On peut trouver du sens. Voilà, on peut mettre du sens. Que évidemment, pas être seul dans ces histoires-là, c'est la base, j'ai envie de dire, pour avancer. Voilà. Parce que ça fait vivre des moments de solitude existentielle, même quand on est entouré. Que c'est important d'aller chercher de l'aide. Voilà, et d'aller demander de l'aide et de ne pas s'enfermer pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, ça c'est ce que j'aurais envie de dire. Merci beaucoup, Priscille, pour tous les mots que tu as partagés avec nous aujourd'hui. On va terminer là notre temps ensemble. Vraiment merci pour toute la sensibilité et puis le partage aussi de ce que tu as vécu dans ce témoignage. Je suis persuadée que vraiment les personnes qui pourront nous écouter seront soutenues par les mots que tu as posés. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie. Merci.